Sud Radio, le débat du samedi. Le débat du samedi, Éric Zemmour prépare-t-il l'union des droites pour l'après-2022 ? Y aura-t-il un ralliement à son parti de Marion Maréchal ? Y aura-t-il un jour un ralliement à son parti de Gilles Platrel, vice-président des Républicains ? On en débat avec vous au 0826 300 300 sur Twitter également. Vous continuez à voter. Pour l'instant, vous répondez oui. Il y aura ce que vous appelez une union des droites après la présidentielle. Pour en débattre avec nous, nos deux invités. Guillaume Bernard, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes politologue, co-auteur d'une part de L'Empereur et les brigands, c'est publié aux Nouvelles Éditions Latines, et du livre La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir chez Desclés de Brouwer. Nous sommes également avec Frédéric Sinclair. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes politologue, auteur du livre La refondation de la droite. On est en plein dedans, hein. Et la droite face à l'islam, on est presque en plein dedans aussi. C'est publié cette fois-ci chez Salvatore. Marion Maréchal qui déclare la cohérence, la vision, la stratégie font que je pense pour Éric Zemmour, c'est certain, mais il y a un sujet familial. C'était son interview dans le Figaro qui a beaucoup choqué sa tante Marine Le Pen, qui a trouvé ça, je cite, brutal et violent. D'abord, est-ce que ça peut arriver avant la présidentielle, Frédéric Sinclair, un ralliement de Marion Maréchal à Marine Le Pen? À Marine Le Pen? Oui, à Éric Zemmour. Merci d'avoir corrigé mon lapsus. Non, parce que je me suis dit, on peut aussi envisager un retournement complet de situation. Ouais. Pourquoi pas? Mais bon, il y a, de mon point de vue, je serais peut-être isolé sur ce point de vue, mais je pense qu'il y a une faute politique claire. De Marion Maréchal qui n'a pas pesé le bénéfice et qui s'est uniquement préoccupé de son cadre idéologique. C'est-à-dire que bien évidemment le cadre idéologique et partisan d'Éric Zemmour lui est plus favorable que celui de Marine Le Pen, où non seulement elle a été placardisée, mais où ont été purgés ses soutiens au sein du RN. Donc, fondamentalement, elle a une attirance pour le reconquête. Et j'allais même dire mieux, c'est que cette famille politique, c'est même pas qu'elle rejoindrait Éric Zemmour. C'est qu'en réalité, c'est Éric Zemmour qui est venu chez elle, pardon de le dire. Mais la vraie figure contre-révolutionnaire française aujourd'hui, c'est Marion Maréchal, c'est pas Éric Zemmour. Et donc, globalement, elle reviendrait chez elle, c'est plutôt naturel. Sauf que vous avez bien compris que la situation est un tout petit peu particulière. Et de commencer par dire « je ne soutiendrai pas ma tante », c'est quand même un peu brutal. Pourquoi ? Parce qu'en termes de bénéfices politiques, l'intérêt d'une Marion Maréchal rejoignant Éric Zemmour après l'élection présidentielle en vue des législatives, c'est de récupérer l'électorat RN orphelin. C'est ça. Et là, elle ne le fera pas si elle passe pour la traîtresse. En tout cas, celui qui passe pour un médiateur, une fois n'est pas coutume, c'est Jean-Marie Le Pen qui annonce sur Twitter, je cite, « Je souhaite m'entretenir dans les prochains jours avec Marine Le Pen et Marion Maréchal et j'exprimerai ma pensée ultérieurement. » Guillaume Bernard, un autre personnage politique qui pourrait un jour rejoindre le camp d'Éric Zemmour avant ou après la présidentielle, ce n'est autre que le vice-président des Républicains, Gilles Platrel, le maire de Chalon-sur-Saône, qui a expliqué il y a quelques jours que pour lui, un ralliement à Éric Zemmour n'était pas, je cite, à l'ordre du jour. On a connu plus formel comme démenti. Oui, je crois que de toute façon, l'intérêt pour Éric Zemmour aujourd'hui, c'est d'essayer de récupérer des caciques de LR pour essayer d'entamer l'électorat de Valérie Pécresse. Il a sans doute plus intérêt à essayer de faire cela qu'à essayer de grignoter Marine Le Pen, parce que dans le fond, les deux électorats de LR et du FN sont susceptibles de se rassembler dans un deuxième tour, et il faut qu'il ait des réserves de voix si jamais il devait atteindre ce second tour. En outre, il est évident que pour l'instant, on ne sait toujours pas la configuration réelle de la présidentielle. Est-ce que Emmanuel Macron sera vraiment ou non candidat ? C'est le plus vraisemblable, mais enfin, en tout cas, on n'en est pas certain complètement aujourd'hui, puisqu'il ne l'est pas officiellement, et que donc dans ces conditions, tout est parfaitement envisageable. Que Valérie Pécresse progresse grâce à l'absence d'Emmanuel Macron, ou que à l'inverse, on ait un second tour avec uniquement des candidats de droite, voire de la droite. Donc oui, aujourd'hui, on est dans une obscurité, je dirais, à la fois électorale et
dans les positionnements qui sont à la fois des positionnements idéologiques et aussi des positionnements personnels, il faut bien le dire. Sachant que là, on parle de la présidentielle, que tout n'est pas fait, loin s'en faut, et qu'en plus, on ne sait toujours pas qui, au bout du compte, aura ces 500 signatures. Vous avez raison de le rappeler. Frédéric Sinclair, Guillaume Bernard dit 2 électorats, ceux des Républicains, celui des Républicains et celui du Rassemblement national, susceptibles de se rejoindre dans un second tour. Est-ce qu'ils sont susceptibles de se rejoindre dans une élection, de faire cause commune dans une élection en général, même pourquoi pas aux législatives? La question est complexe à vrai dire parce que ces électorats sont eux-mêmes le fruit de recomposition. C'est vrai au Rassemblement national où il y a des gens qui ont rejoint Marine Le Pen alors qu'ils ont une sensibilité plutôt sociale, plutôt de gauche, parce que ce sont des personnes issues des territoires qui sont d'abord en souffrance économique et sociale et qui ensuite ont vu débarquer l'immigration et l'islamisation de leur territoire, même en campagne, et qui aujourd'hui se disent mais effectivement complètement impensable d'évacuer, comme le fait la gauche, cette problématique du débat public. Et ensuite, il y a chez LR la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une union qui s'est faite au moment de l'UMP entre l'UDF, qui était plutôt libéral, plutôt modéré, enfin encore que c'est encore pas très vrai, il y a aussi une frange un peu radicale chez l'UDF, et le RPR qui était plutôt gaulliste. Et donc, cette union UMP était quelque chose qui est politiquement été utile une fois, en 2007, mais ensuite a été mortifère depuis, parce qu'il y a 2 électorats qui cohabitent et qui n'arrivent pas finalement à être satisfaits de l'offre politique qu'il aurait proposée. Donc là aussi, on se dit, mais comment ça pourrait fonctionner? On a vu dans des élections précédentes une partie de cet électorat LR se reporter massivement sur Emmanuel Macron parce qu'il pourrait trouver que les propositions finalement du candidat ou de la candidate sont trop radicales, donc c'est assez compliqué. Et puis ensuite, il y a le jeu des législatives, c'est-à-dire qui est mon député. Quand c'est une personne complètement inconnue, on peut regarder l'étiquette du patron, mais quand c'est quelqu'un qui est bien installé, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, prédire comment ces électorats vont se recomposer, ça m'est difficile. C'est difficile aussi pour vous, Guillaume Bernard, d'imaginer que l'électorat de Éric Zemmour, l'électorat de Marine Le Pen et l'électorat de Valérie Pécresse fassent plus tard cause commune? Oui, non, mais je suis parfaitement d'accord et avec ce que dit Frédéric Sinclair, en particulier sur ce qu'il a dit au début de l'émission sur la question de la recomposition du positionnement d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal. Et là aussi, je dois dire que je converge, alors qu'on n'a pas forcément effectivement les mêmes sensibilités, on a une analyse qui est assez proche. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne faut pas confondre le doctrinal et le sociologique. Il y a dans la motivation des électeurs à la fois, je dirais, une forme de déterminisme qui tient, je dirais, à son patrimoine, qui tient à ses valeurs morales. Pour l'essentiel, c'est ça l'essentiel du déterminisme. Et puis, il y a les circonstances d'une élection. Il y a l'offre à laquelle on est confronté. Et par conséquent, il peut y avoir évidemment des recompositions qui ne sont pas forcément toujours complètement voulues. Donc oui, il y a des compatibilités sur un certain nombre de sujets et il y a des incompatibilités sur un certain nombre d'autres. Tout dépend évidemment de l'incarnation à la fois au niveau national et au niveau local de l'offre politique. Je crois qu'Éric Zemmour a tente aujourd'hui, je dirais, une position intermédiaire sur ces positions bonapartistes en se disant je peux à la fois puiser du côté libéral d'un côté et du côté, je dirais, populiste ou nationaliste de l'autre. Je ne suis pas certain pour ma part qu'une position intermédiaire soit nécessairement celle qui puisse le plus rassembler. On parle très communément de l'union des droites et je crois qu'il y a là dans cette expression une ambiguïté par le fait que il y a une droite authentique, traditionnelle, historique, philosophique, et puis il y a des droites qui le sont pour des raisons historiques, c'est-à-dire qu'il y a eu des glissements sur le spectre politique. Le libéralisme, par exemple, à mon sens... A commencé à gauche, il y a longtemps. Et a commencé à gauche, exactement, même si, pour autant, la droite défend les libertés, évidemment. Sachant qu'une figure historique du libéralisme, des dernières décennies, c'est Alain Madelin. Vous serez d'accord avec moi que c'est pas quelqu'un de gauche non plus. Donc, ça a quand même bougé en quelques siècles, en un siècle. Naturellement. Mais c'est dû aussi aux circonstances politiques. Or, pour ma part, je crois
qu'il y a une recomposition qui se fait par une droitisation du spectre politique et que, par conséquent, c'est peut-être moins l'union des droites qui est susceptible d'être réalisable que l'unité de ce qui est véritablement de droite, et cet aspect-là, cette partie-là du spectre politique étant susceptible de se gonfler, de grandir, et pour le coup, effectivement, de gonfler, de grandir grâce, je dirais, à une recomposition des appareils politiques. Frédéric Sinclair, on va faire un peu de fiction. Imaginons que je sois un électeur des Républicains depuis toujours, que j'ai prévu, quoi qu'il arrive, de voter Valérie Pécresse au premier tour et qu'elle ne soit pas au second tour. Pour qui j'ai le plus de chances de voter au second tour ? Pour Emmanuel Macron ou pour Marine Le Pen ? Alors pour Marine Le Pen, sûrement pas. Il me semble que c'est clair, c'est-à-dire que si on est électeur de Valérie Pécresse, on ne va pas voter Marine Le Pen. Je pourrais même dire qu'elle fait peur, encore une fois, pour la question libérale que vous avez évoquée là. Le libéralisme est parti à gauche. Il a basculé à droite parce que la gauche est devenue anticapitaliste avec Marx, avec Proudhon, donc fondamentalement la droite a récupéré le capital, les patrons, etc. Mais sauf que la gauche s'est reconvertie au cours du XXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, au capital, cette social-démocratie qui est venue petit à petit. La première rupture arrive fin XIXe siècle, et puis elle évolue comme ça. Et donc aujourd'hui, on a quoi ? On a un Emmanuel Macron qui a des valeurs de gauche sociétale, qui est prêt à étendre ce libéralisme à l'ensemble de la société. On le voit bien, PMA, GPA, immigration massive, etc. On va former une société multiculturelle. Il y a dans l'électorat de Valérie Pécresse, il y a des gens qui ont une sensibilité proche de celle d'Emmanuel Macron. Alors certes, il va peut-être un peu trop loin, il a un peu trop raté la question régalienne, mais quand même. Et donc fondamentalement, je suis électeur depuis très très longtemps, je n'ai pas basculé Emmanuel Macron, je m'en tiens à LR, mais je suis quand même un modéré. Fillon me faisait peur, par exemple, en 2016. J'aurais préféré Juppé. Et puis, malgré tout, je me suis tenu à ma famille politique. Quelqu'un comme ça, si Valérie Pécresse est absente, il va voter Emmanuel Macron, clairement. En quelques mots, Guillaume Bernard, pour conclure, vous êtes d'accord ? Oui, non, naturellement. L'électorat Pécresse, aujourd'hui, il est au centre droit, beaucoup plus qu'à droite. Il est plus un électorat modéré que celui de François Fillon, et il est évident que si Macron n'est pas candidat, elle est susceptible évidemment de gonfler électoralement et d'être présente au deuxième tour, tandis qu'aujourd'hui, évidemment, elle a des difficultés à exister entre Éric Zemmour d'un côté et Emmanuel Macron de l'autre. Donc son électorat aura plus vraisemblablement l'opportunité et l'envie de basculer vers Macron au deuxième tour. Merci à tous les deux d'être intervenus dans le débat du samedi sur Sud Radio. Frédéric Sinclair, politologue et auteur de ce livre que je rappelle, La refondation de la droite, c'est publié chez Salvator. Merci à vous aussi, Guillaume Bernard, politologue et co-auteur de ce livre, L'Empereur et les brigands. C'est aux nouvelles éditions latines. On vous posait la question sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce qu'Éric Zemmour prépare pour plus tard, pourquoi pas pour après 2022, pourquoi pas après avec Marion Maréchal, l'union des droites? Pour l'instant, sur Twitter, vous répondez oui à 89% d'entre vous. Merci d'avoir commenté et réagi, y compris au standard de Sud Radio, au 0826 300 300. Restez avec nous dans quelques minutes, juste après le journal Sud Radio, un témoignage très fort. On sera avec une invitée qui a été victime d'une tentative de meurtre de son ex-conjoint il y a plusieurs années. Et au bout de 4 ans, après 3 ans de prison même, il est en train d'obtenir, ou plutôt de demander, un aménagement de peine. Elle lancera un appel à l'aide au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, dans quelques instants sur Sud Radio. Ce sera juste après le journal.